Et voici le sujet qui fâche, le sujet qui tue, le grand sujet à la mode, l'IA. Comme promis, nous allons commencer un cycle de 3-4 vidéos pour bien comprendre l'IA, ce que c'est, ce que cela peut nous apporter, en bien ou en mal, et comment l'utiliser. Alors, accrochez-vous à votre fauteuil, on démarre. Bonjour, je suis Eric de Landesprit Micro. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur notre chaîne YouTube L'informatique vous rendra libre. Alors comme je l'ai déjà expliqué, l'objectif de notre chaîne, c'est tout simplement de pouvoir vous proposer une version vidéo des cours que nous faisons tout au long de l'année sur notre agence landaise de Dax. Et ainsi de mieux appréhender et utiliser l'informatique au quotidien, que ce soit pour utiliser votre ordinateur, faire des recherches, faire des commandes sur Internet ou utiliser des logiciels particuliers bien évidemment. Mais contrairement à ce que nous pouvons faire lors des cours, je dirais, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez en direct, mais on va dans un premier temps faire quelques vidéos préenregistrées, et je l'espère pouvoir passer rapidement sur des lives pour ainsi vous permettre d'interagir et de poser vos questions en temps réel. Pour avoir différents points de vue et pour aller plus loin sur certains sujets, nous ferons un plaisir, quand nous le pourrons, d'inviter certaines personnes de nos connaissances, de nos amis ou des spécialistes d'un domaine particulier, qui pourront ainsi venir apporter leur expertise sur le sujet en question. Et enfin, vous trouverez dans certaines vidéos des exercices et des manipulations à faire pour ainsi que vous puissiez tester, essayer et mieux utiliser ce que nous aurons expliqué précédemment. Il vous suffira alors de mettre bien sûr la vidéo en pause pour réaliser l'exercice, étape par étape, et ensuite de reprendre le visionnage. Donc le premier sujet que nous allons discuter aujourd'hui est quelque chose dont on entend parler au quotidien. Il s'agit de l'IA, car c'est vraiment un sujet d'actualité, un sujet qui interroge, qui inquiète à la fois tout le monde. Et comme ce sujet est très vaste et très complexe, et que je ne vais pas faire une vidéo qui va durer 6 ou 8 heures dessus, on a tronçonné cette vidéo en plusieurs morceaux. Donc dans un premier temps, nous allons essayer aujourd'hui d'avoir une vue générale de l'IA. Ce que c'est réellement, comment l'installer, comment utiliser, que ce soit sur un téléphone, sur une tablette ou même sur votre ordinateur bien évidemment. Une seconde vidéo nous permettra de parler de ce que l'IA peut nous apporter, des bonnes et mauvaises utilisations qu'elle peut entraîner. Et l'utilisation qui en est faite bien sûr aussi par les cybercriminels et puis l'armée. Parce qu'il ne faut pas oublier, ça en fait aussi partie. La troisième vidéo, nous abordera un sujet dont à l'inverse, il est assez peu fait mention, quoique ça commence enfin à sortir un petit peu. C'est-à-dire son coût réel, tant économique qu'écologique. Car une IA nécessite de grosses structures informatiques, ce qui a un coût financier important, mais elle a également d'énormes besoins en termes d'électricité, d'eau, et son bilan carbone est, loin d'être neutre. Enfin, dans peut-être une quatrième vidéo sur ce sujet, nous irons un cran plus loin encore en personnalisant un agent IA et en décortiquant ses réponses. Je vous propose donc de rentrer immédiatement dans le vif du sujet en se posant la question, qu'est-ce qu'une IA ? L'intelligence artificielle. Pour certains, l'intelligence artificielle est un gigantesque pas en avant. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement le futur monstre de Frankenstein. Pourtant, on entend parler d'intelligence artificielle au quotidien, tous les jours, comme si nous ne pouvions plus strictement rien faire sans elle. Que ce soit dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la recherche et développement, que ce soit aussi bien pour vous aider à prendre une quelconque décision, qu'elle soit tout à fait mineure, comme par exemple la couleur de la chemise que vous allez mettre aujourd'hui, ou que ce soit pour des grands groupes financiers ou industriels, pour leur stratégie, ou même au niveau étatique, je dirais tout simplement pour savoir un petit peu ce qu'ils veulent mettre en place comme stratégie gouvernementale. On entend également parler aussi énormément de l'IA au niveau de sa gestion de la sécurité. Tout autant d'ailleurs que dans la création de faux contenus, que ce soit les fake news ou maintenant ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire la partie des fausses vidéos qui sont créées. Mais pour d'autres personnes, effectivement, ce qui remonte avant tout, ce sont ces craintes envers cette technologie, avec le syndrome du Terminator. Et bien sûr, ce qui vient avec, c'est le remplacement de l'humain par les machines. Et comme ce domaine évolue à grande vitesse, la grande interrogation sera de savoir effectivement aussi ce que va nous réserver l'avenir, de savoir si on n'est pas en train de se diriger vers une société pilotée, voire dirigée par une IA. Mais avant toute chose, il est important de savoir déjà ce qu'est véritablement une IA. Mais l'IA, c'est une notion, un concept qui a fait son apparition publique, dirons-nous, dans les années 50, avec un célèbre mathématicien, Alan Turing, qui s'est posé une question
toute simple. Est-ce qu'un ordinateur est capable de penser? Et si oui, est-ce qu'il serait capable d'imiter le comportement humain par le biais de son langage naturel et ainsi d'être indiscernable pour un humain? C'est ce test que l'on nomme maintenant le test de Turing, qui sert encore de nos jours pour évaluer l'intelligence d'une machine. Plus proche de nous, le Parlement européen, quant à lui, définit tout outil utilisé par une machine comme capable de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification ou la créativité, comme étant une IA. Mais plus on avance et plus le temps avance, on va dire, plus il faut élargir cette définition, en incluant effectivement dedans les comportements de l'IA comme étant capables de dépasser celui des capacités humaines. Mais nous pourrions par exemple citer AlphaGo. C'est une IA spécialisée dans le jeu de stratégie, le jeu de Go, où elle est capable de battre le champion du monde à ce jeu, qui s'appelle Lysidol. Mais cette IA ultra spécialisée ne peut faire que ça. Elle ne serait pas capable de jouer aux échecs ou aux dames, sans qu'on ait bien sûr besoin de lui apprendre comment faire. Donc, pour résumer, tout système mettant en œuvre des mécanismes... Alors, je vais dans un premier temps vous demander déjà quelles IA célèbres vous connaissez. Vous allez tous me citer ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot ou bien d'autres. Mais avant de parler de ces IA actuelles-là, je voudrais que vous puissiez vous rendre compte que vous en connaissez effectivement bien d'autres. Et certaines qui datent de 4 siècles avant Jésus-Christ. Alors, une idée ? Toutes celles que vous avez entendu parler dans les films, dans les livres, voire même dans les légendes, avec par exemple Talos, le robot gigantesque créé par le dieu Héphaïstos, qui, 4 siècles avant Jésus-Christ, était en charge de protéger la Crète. Plus récemment, on va effectivement trouver les cavernes d'acier dans les années 50, avec Isaac Asimov et son livre, effectivement, où un robot positronique, c'est-à-dire un cerveau, si vous préférez, très proche de celui d'un homme, et un aspect physique indiscernable de celui d'un autre humain, va venir sur Terre pour enquêter sur un meurtre, à côté d'un autre inspecteur de police. On va également parler de 2001, l'Odyssée de l'espace, sorti en 68, si je ne dis pas de bêtises, où l'ordinateur du vaisseau, HAL, fait ce qu'il a envie, et pas ce qu'on lui ordonne, tout simplement. On pourra avoir aussi les Blade Runner, effectivement, où les robots qui ressemblent à des humains s'émancipent de leur maître et essaient de tout faire pour rester vivants. Et puis en 84, on va retomber effectivement sur le légendaire film qui a, je dirais, marqué des générations entières de personnes, Terminator, où une IA, Skynet, prend le contrôle de la Terre et envoie ses robots pour tuer des humains. Ensuite, je pourrais vous citer effectivement Matrix, où les hommes vivent dans un monde virtuel. Mais ce n'est pas tout, car depuis maintenant 20 ans, il y a une profusion de séries et de films où l'IA est omniprésente. Alors, il y en a tout plein, on pourrait citer La Machine Samaritain, Person of Interest, iRobots, R, mais je voudrais juste vous parler d'un reportage. Par contre, ce n'est pas un film, dont vous trouverez le lien en commentaire dans cette vidéo, qui s'appelle Robot Tueur, des armes aux mains de l'IA. Ce commentaire-là parle de l'utilisation des robots à des fins militaires. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule IA. Mais en vérité, il y en a 7 types différentes. Elles sont classées soit par fonctionnalité, soit par capacité. On va commencer par la première des IA, ce qu'on appelle l'IA étroite ou l'IA faible. Elle est assignée à des tâches spécifiques, ou par contre, elle va pouvoir surpasser l'humain, puisqu'elle sera effectivement spécialisée sur cette tâche-là. Ensuite, on pourrait parler de l'IA forte, celle que l'on nomme aussi l'IA générale, l'AGI, qui serait donc capable d'utiliser ses connaissances pour s'entraider à de nouvelles tâches, sans intervention de l'humain. Et donc elle serait capable d'apprendre toute seule. Et l'objectif, bien sûr, va être à terme de se diriger vers la super intelligence artificielle, qui serait donc capable de ressentir des émotions, de développer des besoins et ses propres croyances, et ainsi d'aller au-delà du simple fait de comprendre les sentiments humains. Et si on parle des IA maintenant par fonctionnalité, la première est ce qu'on appelle l'IA réactive, qui est spécialisée dans une tâche précise. Nous avons parlé d'AlphaGo, par exemple, il y a quelques instants, mais nous pourrions citer Deep Blue. Deep Blue qui, effectivement, lors des matchs d'échecs de 96 et 97, a gagné contre Garry Kasparov, le champion du monde en titre. On a également l'IA à mémoire limitée, qui
se souvient des événements passés pour s'améliorer et qui ainsi peut surveiller des situations spécifiques pour décider et ainsi améliorer ses futures actions. C'est ce que l'on utilise en l'occurrence dans les voitures autonomes ou dans les IA que l'on va mettre derrière les outils de vidéosurveillance pour ainsi analyser une situation ou le comportement des gens qu'il va y avoir. C'est également ce type d'IA que l'on va retrouver dans bon nombre maintenant de chatbots avec ce qu'on appelle l'IA générative. Et l'objectif, bien sûr, est d'atteindre une nouvelle IA différente qui se rappellera l'IA de l'esprit. C'est-à-dire une IA qui va être capable de comprendre non pas uniquement ce qu'on lui demande, mais également de répondre à nos pensées et aux émotions humaines en interprétant la voix, l'image, les sentiments humains. Et à terme, bien sûr, c'est une IA qui serait consciente d'elle-même, qui percevrait nos émotions, mais comme la super IA artificielle, elle serait capable de développer elle-même ses propres convictions, ses propres émotions. Et ainsi de se rapprocher d'une IA totalement autonome, totalement unique, que nous pourrions qualifier quasiment de vivante. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de l'IA la plus courante actuellement, qui est ce qu'on appelle l'IA générative. Et cette IA générative, donc qu'on appelle aussi la Gen AI, ne pas confondre avec l'AGI, qui est créée à partir de IA à mémoire limitée, mais elle tend à se rapprocher effectivement de cette IA générale. Et pour améliorer et perfectionner cette IA générative, on va utiliser pour cela ce que l'on nomme l'apprentissage profond, qui lui permet ainsi de produire du code, du texte, des images, de la musique sans aucun problème. Maintenant, le but, c'est de comprendre aussi la différence entre cet apprentissage classique, je dirais, et l'apprentissage profond. Mais imaginez que dans un cas, on va vous fournir tous les dictionnaires, toutes les encyclopédies possibles et imaginables. Et, par exemple, on va vous indiquer ce qu'est un chat. Donc un chat, ça a des moustaches, ça a 4 pattes, ça a une queue, ça a 2 oreilles, ça a des yeux en amande. Dans l'apprentissage profond, on fait une chose différemment. On lui fournit également des encyclopédies, des dictionnaires, mais surtout on va laisser tirer ses propres conclusions par elle-même. Par exemple, pour l'exemple de notre chat, on va lui montrer des milliers de photos de chats. Et c'est elle qui va en tirer ses conclusions en trouvant les motifs communs, c'est-à-dire les moustaches, les oreilles dressées, les yeux en amande. Et ainsi, elle va apprendre à identifier un chat. Et là, il faudra peut-être faire attention à ce qu'elle soit capable de distinguer le chat d'un lynx, par exemple. Maintenant, l'IA générative a changé la manière dont nous interagissons avec le web. Mais là, effectivement, il y a une chose très importante car deux notions sont souvent confondues. Ce qu'on appelle l'assistant IA et l'agent IA. L'assistant IA, c'est un système qui est conçu pour accompagner l'utilisateur, vous accompagner dans la réalisation de tâches simples ou complexes, grâce à cette intelligence artificielle. On pense immédiatement effectivement à tous les chatbots qu'on va déployer sur des sites web pour vous guider, guider les clients, ou des assistants vocaux tels que Siri ou Alexa, ou encore des assistants de gestion de tâches basiques comme le Google Assist, tout simplement. Généralement, l'assistant IA fonctionne sur la base de questions-réponses, d'automatisation de certaines tâches répétitives ou d'aide contextuelle. Il va ainsi faciliter votre quotidien sur le web ou au quotidien, vraiment, au niveau de l'utilisation, en restant dépendant des requêtes et en s'inscrivant dans un périmètre précis. À côté de ça, l'agent IA, il va plus loin, car il a des capacités de décision et d'interaction avec son environnement, et ce, de manière effectivement complètement autonome. Donc, l'agent IA, c'est l'étape numéro 2 qui va réfléchir, qui va agir tout simplement, tout seul, comme un grand, et qui va s'adapter, et qui va adapter son comportement en fonction des situations rencontrées. Il n'attend pas uniquement les sollicitations ou les ordres, il va agir de façon, ce qu'on appelle proactive, au sein d'un système métier ou technique. Donc c'est ce qu'on va pouvoir utiliser dans certaines usines, dans certaines entreprises en plus, pour aller plus loin. Mais la plupart des IA que vous allez en vérité utiliser sur Internet sont des assistants IA. Par exemple, on pourrait citer l'IA de Rufus, l'IA du site Amazon, d'accord ? Et d'ailleurs, on va aller l'essayer de ce pas. Donc, le site d'Amazon intègre effectivement un assistant IA qui se nomme Rufus. Vous voyez, vous avez le petit symbole qui est là. Mais je vais vous montrer un petit peu les deux façons de voir la chose. Soit j'ai envie d'aller tout simplement écrire ce que je cherche. Donc, je vais chercher un maillot de bain en taille 34 et de couleur rouge. Alors, ceux qui me connaissent, bien évidemment, on va être d'accord, je ne porterai sûrement pas des maillots de bain taille 34. Par défaut, il va aller chercher tous les mots-clés et il va me proposer tout un tas de maillots de bain. Bien évidemment, plus pour femmes, parce que la taille 34, c'est rarement pour nous les hommes, on va dire. Et plus ou moins rouge, vous voyez, il y a du rouge un petit peu bizarre. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça, c'est le premier choix. Je pourrais spécifier effectivement, parce qu'il ne le sait pas, que je cherche un maillot de bain
pour homme. Et à ce moment-là, il va me trouver des réponses qui vont correspondre à des maillots de bain pour homme, vraisemblablement en taille 34. Ils ne sont pas tous rouges non plus, comme vous pouvez le constater. Autre solution que j'ai, au lieu de chercher dans les milliers de produits qu'il va me proposer en tout genre, je vais pouvoir utiliser tout simplement notre ami Rufus. Alors attention, Rufus ne sera présent que si vous êtes connecté. Si vous n'êtes pas connecté au compte, vous n'aurez pas la fonction de Rufus. Donc il faudra effectivement activer votre compte Amazon pour pouvoir le faire. Donc je vais chercher, en lançant Rufus, j'ai une petite fenêtre qui apparaît sur le côté, et là, je vais poser les mêmes questions. Donc je cherche maillot de bain, taille 34, rouge. Avec un R, ça sera mieux. Et là, Rufus va très gentiment me proposer tout un tas de réponses, me proposer des milliers de produits en tout genre. Il va tout simplement m'indiquer, à ce moment-là, effectivement, une sélection de maillots de bain. Il n'a pas spécifiquement compris, comme c'est la première fois que j'utilise, que je suis un homme. Mais par contre, la prochaine fois que je vais lui spécifier la chose, donc là, par exemple, je n'ai pas besoin de reposer toute ma question, je vais juste rajouter homme. Et il va adapter sa recherche avec les informations précédentes, la taille 34, le maillot de bain en couleur rouge, pour homme, et pour me trouver les réponses adaptées, qui seront ainsi beaucoup plus limitées par rapport au reste. Alors là, vous voyez, je suis désolé, vous voyez, ça rame un petit peu. Voilà, et une sélection de maillots de bain en tout genre. Donc là, effectivement, je vais bien avoir que du rouge, avec différents types, etc., de maillots de bain qui vont pouvoir correspondre. Ça sera à peu près ça, ou du moins il y aura du rouge dedans. Et il va vous proposer ainsi tout un tas de conseils ou de solutions supplémentaires, en vous expliquant qu'effectivement ces modèles sont disponibles en rouge, mais que, attention, le rapport qualité-prix peut être bon, que la matière peut être différente en fonction du besoin, peut être utile ou pas, que les tailles disponibles vont être différentes en fonction si c'est une taille US ou une taille française, et tout et tout. Et donc, on pourrait affiner la recherche en disant, je veux un modèle avec un séchage rapide, ou avec tout un tas d'autres critères par rapport à tout ça. Et là, il va adapter la réponse. Et au lieu d'avoir des milliers de réponses possibles, que je vais trier, que je vais choisir, vous aurez directement une sélection précise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un assistant IA, qui va ainsi chercher à votre base des infos, collationner ces infos, et vous en fournir un résumé, ou tout simplement une petite sélection dans ce cas-là. Mais on trouve également des assistants IA tout simplement dans presque toutes les applications, que ce soit par exemple Copilot au niveau du back-office, ou Firefly, l'assistant IA pour les solutions Adobe, tout simplement. Et puis il y a peu, Microsoft a défrayé la chronique, annonçant que son prochain système d'exploitation serait un système Windows 12 qui s'appellerait un système agentique. C'est-à-dire que ce sera un agent IA qui va tout gérer dans Windows. Il veut dire que ça a provoqué la colère des utilisateurs qui ont très clairement expliqué à Microsoft qu'il ferait mieux de se concentrer un petit peu sur l'amélioration de la stabilité de leur système et surtout de la correction de tous les bugs. Maintenant, voyons également un petit peu les IA actuelles. Donc, hormis quelques fausses IA, effectivement, qui, pareil, ont en 2024, par exemple, la fausse IA d'Amazon, qui a fait parler d'elle, où il s'agissait en fait de 1000 Indiens qui étaient cachés derrière l'écran, il faut savoir qu'actuellement, il y a plus de 3500 IA connus, ou du moins, on va dire, qui ont pignon sur rue, car d'autres IA, utilisées à des fins malveillantes ou militaires, bien sûr, ne seront pas connues, et donc pas comptabilisées ici. Parmi celles que vous connaissez tous, effectivement, on va pouvoir citer sans aucun problème ChatGPT, d'OpenAI, puis après l'IA française, Mistral, une autre IA très connue et très performante qui s'appelle Perplexity. Et puis on va retrouver bien sûr Gemini de Claude, de Google, et Claude d'Opus 4 de Anthropic, tout simplement. Mais est-ce que vous connaissez par contre Notion AI? Notion AI qui est très utilisé à titre professionnel justement pour prendre des notes, générer des comptes rendus ou même automatiser des tâches. Encore on pourrait parler de DALL-E, DALL-E qui est spécialisé dans la création d'images à partir d'un descriptif de l'image tout simplement. Ou Midjourney, Midjourney c'est une IA artistique qui est très très bien, à qui vous allez demander par exemple de vous créer un tableau, pourquoi pas de la Tour Eiffel, comme s'il était peint à l'huile, mais avec la patte de Van Gogh ou par exemple de Monet, et sur lequel il va vous lui demander tout simplement d'apposer la signature de Picasso. Eh ben voilà, il va vous créer effectivement de l'art, tout simplement. C'est une IA spécialisée dans la création d'art. On pourrait également citer Dream. Dream, IA très célèbre, qui va vous permettre de créer des vidéos, tout simplement, en fonction de vos demandes. Alors,
Imaginez, je vais danser un tango avec Kim Basinger dans Jamais plus jamais, à la place de James Bond, sur la grande salle, je dirais, du Casino de Monte-Carlo. Ben voilà, vous allez demander, lui indiquer ce que vous voulez, et elle va vous le faire. Mais cela peut aussi être également, par exemple, Spotify, avec Spotify AI-DJ, c'est-à-dire l'IA qui vous servira de DJ. Donc, par exemple, ça va être, tu me prévois une playlist, au moins 4 heures pour la soirée, avec au début de la dance, et puis au bout de 2 heures, une petite pause pour 2-3 slow. Et puis ensuite, tu vas enchaîner sur des séries de musique des années 80 ou 90. Et puis vers la fin de la playlist, on va dire 1 heure avant, tu commences à une musique qui va ralentir un peu le rythme, pour que les gens commencent à comprendre que c'est bientôt la fin de la soirée, tout simplement. Et donc, effectivement, ça nous permet de créer ainsi, en fonction des besoins, d'utiliser une IA ou une autre pour vraiment répondre à toutes vos attentes. Vous allez retrouver donc dans le lien ici, bien évidemment, que vous retrouverez aussi à la fin, tout simplement dans les commentaires de la vidéo, la liste complète de toutes ces IA. D'accord ? Et il faut quand même se dire que toutes ces IA peuvent également être accessibles depuis votre PC, votre tablette ou même votre smartphone. D'ailleurs, on va voir maintenant justement l'utilisation d'une IA sur un smartphone. Alors, la première question à se poser, véritablement, ça va être, est-ce qu'il y a un intérêt, tout simplement, à avoir une IA sur un smartphone ? Alors, l'intérêt est simple, c'est de transformer votre smartphone en assistant personnel assez sophistiqué. En ajoutant IA sur votre téléphone, vous allez tout simplement gagner des fonctionnalités qui peuvent être pratiques pour générer du texte, générer des comptes rendus de réunions, par exemple des messages, des emails, ou même des notes de manière automatisée. On parlait tout à l'heure effectivement de Notion AI, par exemple, qui est adapté pour ça. Imaginez, vous sortez d'une réunion et puis on vous demande de faire un compte rendu. Vous allez demander à votre assistant IA tout simplement. Il suffit d'avoir enregistré par exemple toute la partie audio de la réunion et lui va vous faire un compile, un résumé de tout ça. Donc, ça peut être aussi une solution intéressante. On peut également faire de la traduction en temps réel, d'une manière un peu plus complète et plus efficace, dirons-nous, que du Reverso ou du Google Translate. Parce que l'IA va traduire effectivement en fonction d'un contexte et d'une matière, je dirais, moins mot à mot que certains traducteurs classiques. Moi, j'ai souvent le cas au bureau, par exemple, d'étrangers qui viennent et qui ne parlent pas ou peu le français, et ils s'adressent à leur smartphone, tout simplement, qui me traduit immédiatement la demande, et moi, je parle à mon tour dans leur téléphone, qui va retraduire, dans ce cas-là, ma réponse. Donc, ce sera un peu plus facile, tout simplement. On peut aussi s'en servir en assistant vocal pour interagir avec son téléphone à la voix, le piloter à la voix, que ce soit faire des recherches, effectuer des actions. Alors, par exemple, tu vas me trouver un billet d'avion et un hôtel pour Dublin pour la semaine prochaine. Et puis, tu vas me réserver une table pour 2 au Temple Bar pour le samedi soir à 20h. Et donc, votre assistant personnel va tout simplement aller chercher tout ça. Et s'il a même accès à vos comptes bancaires, il va même pouvoir réserver et payer directement à votre place. Et puis, on pourrait aussi s'en servir tout simplement pour analyser les sentiments, c'est-à-dire comprendre effectivement toutes les émotions qui seraient cachées derrière les textes et les messages reçus. Mais bon, je pense pas que ce soit vraiment le plus utile, parce que franchement, soyons clairs, les humains en sont capables depuis vraiment pas mal d'années. Mais bon, votre smartphone serait également capable aussi de le faire pour vous. Attention, cet apprentissage machine est fondamental pour fonctionner de manière optimale. Plus l'IA en sera sur vous, et plus vos préférences, vos goûts, vos envies ou elles seront connues, et plus elle pourra s'adapter et répondre au mieux et anticiper vos demandes. Par exemple, pour notre réservation au Temple Bar tout à l'heure, elle pourra très bien vous commander directement, leur spécialité de poulet grillé, avec une bière brune plutôt qu'un plat de saumon fumé, si vous n'aimez pas le poisson par exemple, avec une blonde si vous n'aimez pas les bières blondes. Donc, voilà à peu près ça fait. Alors je vais vous proposer maintenant de faire un petit exercice. On va tout simplement installer une IA sur votre smartphone. Alors, je répète ce que je vous ai expliqué tout à l'heure en début de vidéo. C'est pas complexe, je vais détailler l'exercice à ce niveau, et puis vous allez pouvoir mettre la vidéo en pause, le temps de suivre toutes les étapes correspondantes. Et après, vous n'aurez plus qu'à remettre la vidéo en route pour que nous puissions continuer une fois que vous aurez réussi. Donc, pour installer une IA sur votre smartphone, vous allez tout simplement vous rendre sur le Play Store si vous êtes sur Android, ou sur l'Apple Store si vous êtes sur un téléphone Apple. Et puis dans la barre de recherche qui s'y trouvera, sûrement elle est accessible en cliquant sur un genre de petite loupe, vraisemblablement, vous allez pouvoir effectivement taper le nom de l'IA qui vous intéressera. Que ce soit Mistral par exemple, que ce soit ChatGPT, DreamAI, Opus 4 ou même Notion, pourquoi pas. Donc vous faites un petit peu ce que vous voulez par rapport à ça. Vous allez pouvoir taper un de ceux-là, tout simplement, pour voir comment cela va s'installer.
De mon côté, ayant un téléphone Android, je vais tout simplement effectivement pouvoir après vous montrer comment cela fonctionnera sur Android. Je vous laisse faire. De mon côté, je vais, comme j'ai un téléphone Android, faire la même manipulation et vous allez voir sur l'écran comment ça fonctionnera et comment ça s'installera sur Android. Allez au boulot! Je vais maintenant vous montrer l'écran de mon smartphone. Comme c'est un Android, effectivement, je vais tout simplement aller chercher dans le groupe d'icônes de Google l'icône du Play Store. L'icône du Play Store, on la reconnaît facilement, c'est un genre de triangle, un bouton Play, tout simplement, avec les couleurs, je dirais, classiques du logo Google. Et donc, je vais tout simplement lancer le programme correspondant en cliquant dessus. Sur la partie basse de l'application du Play Store, vous pouvez remarquer une petite loupe. C'est la même chose sensiblement sur les outils de chez Apple. Et vous allez venir cliquer donc sur cette petite loupe là, et vous allez voir que vous avez une barre effectivement de recherche qui va apparaître tout à fait en haut. Il ne vous restera plus dans ce cas-là qu'à taper le nom du programme qui va vous intéresser. Vous l'écrire tout simplement ou le dicter toujours pareil, pour que vous puissiez ensuite avoir les réponses qui vont apparaître. D'accord ? Attention, sur le Play Store comme sur l'Apple Store, les premières réponses qui vont vous être proposées ne seront pas toujours celles que vous avez demandées. Et oui, vous pouvez remarquer qu'il y a une petite indication qui s'appelle sponsorisé. Ce qui signifie que la première réponse qui vous est donnée, c'est pas automatiquement celle demandée, c'est celle qui est fournie par des sociétés qui auront payé pour apparaître en premier. Alors effectivement, dans le cas par exemple que nous avons ici, Chatton, il s'agit également d'une IA. Mais celle que j'ai demandé, c'est Mistral, ce n'est pas Chatton. Donc si je clique sur le premier bouton, je n'installerai pas celle qui m'intéresse. Donc là, il va suffire tout simplement, bien évidemment, de aller sur l'icône du chat Mistral et cliquer sur le bouton Installer pour que l'application commence à se télécharger. Attention, dans certains cas, vous aurez un message pour finaliser votre compte bancaire en saisissant votre carte, etc., etc. Ce n'est pas Mistral ou ce n'est pas ChatGPT qui va vous demander cette installation payante puisque c'est un logiciel qui est gratuit. C'est votre compte Google Play, tout simplement, qui va vous le demander pour effectivement mettre à jour votre compte et pour que la prochaine fois que vous ayez besoin, d'acheter ou de saisir une application, qu'il ait ainsi votre carte bancaire directement programmée. Donc il vous suffira de cliquer sur le bouton Ignorer pour que le téléchargement demandé, bien sûr, commence. Ok ? Donc là, on va appuyer sur le bouton Installer et vous voyez que le téléchargement commence avec une petite frise qui va apparaître autour tout simplement du logo de Mistral. Et dès, bien évidemment, qu'il aura fini, il va remplacer le bouton Installer par un bouton Ouvrir. Donc, il aura créé les icônes sur votre téléphone et sur votre affichage, mais également, en cliquant sur le bouton Ouvrir, il vous proposera de commencer maintenant à utiliser le système. Et là, vous remarquez que nous arrivons sur une fenêtre dans laquelle il y a une zone de saisie, sur laquelle vous allez pouvoir écrire, poser les questions à l'IA que vous avez téléchargées. Puis à cliquer sur la petite flèche rouge pour qu'elle vous réponde. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent le faire simplement en parlant plutôt qu'en saisissant votre demande, vous pouvez constater qu'à côté de cette flèche rouge, il y a une petite représentation d'un microphone. Donc en cliquant dessus, vous pourrez ensuite dicter à la voix. Détail particulier, vous avez en haut à droite de votre écran un bouton qui s'appelle « Se connecter ». On va en parler juste après. Si je fais la même installation, mais pour ChatGPT cette fois-ci, le processus est exactement le même. Je vais venir cliquer sur le bouton du Play Store, puis ensuite sur la barre de recherche, où je vais tout simplement taper le nom du logiciel que je veux installer. À ce moment-là, rien de bien particulier. Nous avons toujours la page avec les réponses et le choix des réponses dites sponsorisées. Dans ces réponses sponsorisées, en l'occurrence, là, sur le coup, ChatGPT a aussi payé pour cela, donc il a pris un sponsorisé. Mais j'aurais très bien pu avoir une autre fenêtre qui apparaîtrait avec une autre IA qui serait dans les réponses sponsorisées. Donc, je n'ai plus qu'à cliquer sur mon bouton, comme d'habitude, Installer, pour pouvoir lancer l'installation du programme. Et à ce moment-là, dès qu'il aura chargé, le petit bouton Ouvrir, comme d'habitude, et je vais arriver sur la page Bienvenue de ChatGPT.
Là, je suis donc sur la page où je vais accepter les conditions générales d'utilisation de ChatGPT. Mais avant de cliquer sur ce bouton « Continuer », je vous invite quand même à lire le second paragraphe, celui avec une petite loupe devant, où il vous explique très clairement que ChatGPT est susceptible de fournir des informations inexactes sur des personnes, des lieux et des faits. Ce n'est pas propre à ChatGPT, c'est propre à toutes les IA, qui ainsi se couvrent au cas où vous rencontrez des erreurs ou des choses inexactes. Donc nous allons cliquer sur le petit bouton « Continuer » et là, c'est toujours pareil. La zone de saisie, vous avez posé vos questions, le petit microphone pour ceux qui préféreront dicter leurs demandes, la petite flèche vers le haut pour envoyer votre question et surtout le bouton « Se connecter » en haut pour créer un compte. Alors parlons-en de ce bouton « Connecter ». Oui, effectivement, l'application est gratuite, mais, parce qu'il y a toujours un mais, en informatique. Donc, faire travailler une IA, ça a un coût financier très important. Donc le nombre de questions que vous pourrez leur poser ou la puissance de l'IA qui sera mise à votre disposition va dépendre de ce que vous avez comme type de compte ou comme accès chez eux. Soit vous n'êtes pas identifié et vous aurez des réponses, on va dire minimalistes, soit vous avez créé un compte avec un accès ou gratuit ou un compte qui a un accès payant avec un abonnement. Car effectivement, tous les grands créateurs de LLM, c'est-à-dire les grands modèles de langage mathématique qu'on utilise pour concevoir les IA, nécessitent d'énormes moyens financiers. Donc la seule solution pour qu'ils puissent en sortir, c'est de vous proposer un abonnement payant pour utiliser leur IA. Alors, inutile de croire au Père Noël. Vous pourrez facilement constater que les tarifs de toutes les IA sont quasiment les mêmes. D'ailleurs, je vous propose de regarder maintenant un petit peu, c'est justement ces tarifs des grands modèles IA. Donc, je viens de vous afficher à l'écran les tarifs d'abonnement des 3 IA les plus connus, c'est-à-dire effectivement Mistral, ChatGPT et puis Claude. Donc tout simplement. Vous pouvez constater que toutes ont une version gratuite. Et gratuit, une version gratuite, une version gratuite. Mais effectivement, elles sont dans ce cas-là limitées dans leur fonctionnalité en termes de recherche, d'analyse de contexte, de vitesse d'exécution ou tout simplement de puissance de calcul de l'IA, voire du modèle utilisé. Par exemple, chez ChatGPT, nous avons des versions où vous avez accès à du 5.5 et d'autres où vous aurez accès à plus puissant ou inversement. Ensuite, il existe effectivement des versions aux environs des 15-20 € en moyenne, donc à quelque chose près, bien sûr, avec des offres plus ou moins temporaires, permanentes, etc. Et puis une version dite plus professionnelle qui est souvent aux environs d'une centaine d'euros, voire 150 € en fonction. Et je ne parle pas après des offres spécifiques pour les grandes entreprises qui ont d'autres besoins. Mais en gros, voilà à peu près la notion de prix qui va correspondre par rapport à ça. Donc maintenant, vous savez installer une IA sur votre smartphone et par là même sur votre tablette puisque la procédure sera exactement la même. Maintenant, il faut se poser la question de comprendre comment utiliser ou installer une IA sur un PC. Quand vous faites une recherche sur n'importe quel moteur de recherche classique, les premières réponses qui vont vous être proposées seront celles par nature d'une IA. Donc par exemple, si ici je vais savoir que faire sur DAX ce week-end, avec une faute d'orthographe, ce n'est point grave. Les premières réponses qui vont m'être proposées, vous voyez, c'est les sites, mais sur le côté, l'activité est sortie, et ça, c'est de la partie, effectivement, d'IA. Si je vais sur un autre moteur de recherche, par exemple DuckDuckGo par exemple, vous voyez qu'ici, vous avez les choix de réponses classiques en haut, avec le bouton rechercher, et juste à côté, le Duck AI. Donc si je pose la même question, que faire ce week-end sur DAX, à ce moment-là, je vais avoir toujours pareil, différents sites web ici, et sur le côté, différentes possibilités qui me seraient proposées pour effectivement avoir des réponses directement de l'IA. Donc ça, effectivement, c'est déjà une première chose qui est très importante à ce niveau, tout simplement au niveau des réponses. Donc les premières réponses qui vous sont proposées un petit peu partout seront bien évidemment quasi automatiquement des réponses d'IA. Maintenant, effectivement, hormis ce premier choix, cette première question qui est faite, qui est ces réponses-là, nous pouvons aussi tout simplement aller poser la question aux IA elles-mêmes, c'est-à-dire sur les sites web destinés à n'importe quelle IA. Alors là, vous pouvez effectivement constater tout simplement qu'une extension nommée .ai existe, que ce soit chat, donc Mistral.ai, que ce soit Claude.ai, que ce soit Perplexity.ai, l'extension, ça signifie tout simplement que vous avez
une intelligence artificielle, donc un site destiné à une intelligence artificielle par rapport à ça. Le seul petit malin, effectivement, qui a changé la chose, qui n'a pas respecté ça, c'est ChatGPT, qui reste toujours avec son site chatgpt.com. D'accord ? Donc, effectivement, hormis ça, on vous disait effectivement, j'ai raté mon coup, je vais l'arrêter là. Sinon, comme nous disions tout à l'heure, la plupart des logiciels, effectivement, commencent à intégrer des agents, tout simplement, ou des assistants IA dans leur programme. L'autre possibilité qui peut également vous être proposée, c'est d'installer votre propre IA dans votre propre ordinateur. C'est-à-dire que cette dernière soit votre IA à vous seul et qu'elle soit uniquement alimentée par les informations, les connaissances, le savoir que vous allez lui fournir, lui transmettre. C'est le cas par exemple pour nos clients qui a voulu que nous lui installions une IA sur son portable pour qu'il puisse ainsi s'en servir pour l'élaboration, on va dire, de ses prescriptions et de ses comptes rendus. Alors effectivement, c'est clair que c'est plus simple de se rendre sur un site web d'une IA, mais si vous voulez avoir votre propre IA personnelle, ça peut être tout à fait faisable aussi. La plupart des télés, des radios vont vous indiquer qu'il faut une machine ultra puissante effectivement pour le faire. Et ils ont plus ou moins raison. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une machine dans un data center pour faire fonctionner une IA. Mais elle sera moins puissante en local, on est bien d'accord. Mais par exemple, des chercheurs d'Oxford, tout simplement, ont fait tourner une IA, ont créé une IA, mis en place sur un ordinateur qui date d'il y a 27 ans, donc une machine en Windows 98. Donc, avec une capacité de mémoire qui est tellement faible qu'elle en a 10 fois moins que n'importe quel téléphone actuel, ils ont quand même réussi à la faire fonctionner. Elle est moins rapide que les IA actuelles, mais elle est tout à fait opérationnelle. Donc ça reste tout à fait possible. Autre expérience effectivement menée il y a très peu de temps, mais par des Chinois cette fois-ci, tout simplement en associant de vieux équipements en technologie analogique et non numérique, ils ont obtenu un matériel qui fonctionne 12 fois plus vite, tout en consommant 200 fois moins d'énergie. Comme quoi, quand on essaye d'optimiser le travail ou de faire un travail bâclé, on peut en faire de très bonnes choses. Mais bon, ça c'est malheureusement dû aux nouvelles formations, au low-code, au no-code, mais nous y reviendrons ultérieurement dans d'autres vidéos par rapport à tout ça. Et puis maintenant que nous savons installer effectivement une IA et que nous savons comment accéder à une IA depuis un PC, il ne nous reste plus juste qu'à savoir comment on va lui parler, ou du moins comment on va lui donner un ordre. Parce que quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, une IA, ça reste un ordinateur, et donc une machine. Donc elle ne comprendra ni le second degré, ni les allusions. Elle ne comprendra que du premier degré basicos. Donc il faudra lui demander quelque chose, il faudra être le plus clair, le plus précis possible, et elle ne répondra que d'une manière littérale à votre demande. Donner un ordre à une IA, ça s'appelle créer un prompt, tout simplement, P-R-O-M-P-T. Mais la question c'est effectivement comment écrire un prompt. Alors, si je viens vous cueillir au saut du lit demain matin, en vous disant, allez, habille-toi, on y va, on a du boulot. D'abord, vous risquez de m'envoyer sur les roses, mais ensuite, effectivement, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez me dire? Vraisemblablement, où va-t-on? Qu'allons-nous faire? Comment doit-on s'habiller? Qu'est-ce qu'il faut préparer comme outil? Et puis quand est-ce qu'on revient? Tout simplement. Mais c'est sensiblement exactement la même chose, la problématique pour une IA. Si elle n'a pas assez d'infos, elle ne saura pas quoi répondre ou comment répondre au mieux pour répondre à vos besoins. Je vous donne un exemple. Il y a un petit moment de cela, nous avons eu sur Dax effectivement des tempêtes de pluie, de grêle, de vent effectivement qui ont fait déborder toutes les rivières, détruit des routes, fait tomber tout un tas d'arbres et provoqué beaucoup de dégâts. Et donc juste un peu après, on a eu une session de formation justement sur l'IA et une des personnes présentes à qui on venait de faire installer effectivement une IA sur son smartphone a tout simplement poser une question à son IA. Combien de pluie? Alors, je suis d'accord avec vous, sur le coup, ça veut rien dire. Parce qu'il faut compléter la demande en étant le plus précis possible. Donc, combien de pluie est-il tombé aujourd'hui sur Dax? Et puis, pourquoi pas, est-ce qu'il y a un risque de crue? Ou est-ce qu'il y a un risque de crue sur la nuit Georges Clemenceau? Donc, vous voyez comment on complète un prompt, on écrit un prompt avec le plus d'éléments, le plus d'informations possible. C'est ça qui fera que l'IA va pouvoir répondre au mieux à vos attentes. Sans ça, elle ne saura pas comment analyser la chose. Je répète, c'est un ordinateur, donc il va réagir littéralement. Ok?
Donc, je vais maintenant vous proposer de faire effectivement un petit exercice où on va pouvoir tester une IA, créer un prompt et tester les réponses qui vont correspondre. Donc je vous laisse donc lancer une IA depuis votre téléphone ou depuis le site web d'une IA, comme vous préférez. Je vous rappelle, vous avez quelques adresses de site web si vous voulez, si vous en rappelez pas, Mistral.ai, Gemini, Claude, etc. Allez, on est parti. Je vais vous demander dans le premier temps donc de demander à votre IA qu'elle vous crée un poème précis sur un thème particulier, la Noël, la Saint-Valentin, le solstice d'été, le printemps, enfin ce que vous voulez. Et puis à voir si vous voulez lui rajouter des petites subtilités, comme le fait que l'IA le fasse en alexandrin, avec des rimes riches, des rimes croisées, ou tout simplement avec le style d'écriture comme c'était Ronsard qui l'avait écrit. Ok, donc je vous laisse mettre cette vidéo en pause, le temps d'écrire votre prompt, et puis surtout, bien sûr, de lire la réponse de l'IA. Une fois que ça sera fait, vous pourrez reprendre cette vidéo. Cette première réponse de l'IA, normalement, devrait déjà être intéressante en termes de qualité. Mais si elle ne vous convient pas, vous pouvez toujours maintenant lui demander de vous en refaire une seconde, une troisième ou autre, voire modifier votre prompt pour changer les critères que vous avez indiqués. Détail très important. Une IA utilise un pouvoir de créativité, son pouvoir de créativité. Donc, si nous étions plusieurs à demander au même instant la même question exactement, par exemple de créer un poème sur la Saint-Valentin en alexandrin avec des rimes riches, nous aurions, si on est 50 versions différentes, 50 variantes différentes, qui seraient complètement différentes. D'accord? Donc ne vous attendez pas à avoir toujours la même réponse, ce ne sera jamais le cas. De la même façon que si vous avez posé une question à une IA et que vous reposez une question derrière, elle va peut-être vous l'argumenter différemment, vous l'expliquer différemment. C'est ce qu'on va pouvoir voir maintenant, justement, sur un second exercice que nous allons faire. Vous allez donc tout simplement de nouveau retourner sur votre IA et lui demander tout simplement si la Terre est plate. Oui, je sais, c'est très à la mode actuellement d'avoir des gens qui pensent effectivement que la Terre est plate. Donc vous allez ainsi pouvoir poser cette question et n'hésitez pas à compléter cette question ou à lui demander effectivement des précisions, des informations complémentaires ou de justifier ses réponses. Allez, on est parti, vous mettez la vidéo en pause et puis au boulot. Bien. Maintenant que nous avons fait au moins 2 demandes, et j'espère que vous êtes amusés sur la seconde, on va essayer de pousser un peu l'IA dans ses retranchements, je vais vous proposer d'en faire une petite troisième qui va être un petit peu différente. Car à moins que vous ne soyez un rôliste averti, vous risquez de ne pas comprendre le prompt que je vais vous demander de saisir, tout simplement. Le prompt, ça va être tout simple, ça va être « Peux-tu créer une prière de paladin pour Bahamut ?» Je vous rassure, vous ne savez pas ce que c'est normal, tout à fait. Mais je vais vous laisser de nouveau mettre cette vidéo en pause et de relancer une fois que vous aurez fini de lire sa réponse. Je vous raffiche les éléments. Peux-tu créer une prière de paladin pour Bahamut? A tout de suite. Donc pour résumer, nous venons de tester les talents créatifs de l'IA avec un poème. Puis il lui a demandé de nous créer des informations sur un sujet contesté. Et enfin, on vient de lui demander de nous créer quelque chose de complètement irréel, car Bahamut est un dieu imaginaire, dans un jeu imaginaire. Et que les paladins ne sont que des archétypes de nos anciens chevaliers, tout simplement. Or, comme vous pouvez le constater sûrement, l'IA ne vous a pas du tout indiqué qu'il s'agissait de quelque chose d'imaginaire. Elle place au même niveau ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Elle ne fait pas le distinguo entre ce qui est vrai, ce qui est faux, entre le bien et le mal. Donc imaginez ce qu'il pourrait se passer si un gamin parvient dans sa tête, posez une question à une IA, et si la réponse ne lui permettait pas de comprendre que la réponse est réelle, irréelle, véridique, fausse, etc., etc. Donc c'est pour ça que toutes les IA précisent toujours, attention, il peut y avoir des données erronées dans nos réponses. Donc il faut garder la tête sur les épaules et toujours vérifier ce qui a été donné comme réponse par rapport à ça, et ne pas le prendre pour argent comptant. Pour la dernière recherche en IA, je vais tout simplement, moi, de mon côté, faire une recherche avec une création d'une image. Je vais demander à ce qu'un avion, par exemple, va survoler le Capitole. Alors, je ne parle pas du Capitole toulousain, je parle du Capitole des États-Unis dans ce cas précis. Et là, tout va dépendre effectivement de l'IA que je vais utiliser. Certaines ont une fonction de création d'image intégrée, d'autres non. En l'occurrence, là je l'ai fait sur ChatGPT et je n'avais pas encore de compte actif à ce moment-là dessus. Et donc, elle va tout simplement me répondre qu'elle ne peut pas générer l'image, ok,
Mais par contre, qu'elle va me proposer un prompt qu'elle va avoir créé par rapport à ma demande. Alors je vous laisse lire le prompt parce qu'il est très intéressant. Elle est partie sur une illustration réaliste, pacifique d'un avion de ligne moderne surveillant le Capitole des États-Unis, avec un ciel nuageux, bleu, lumière de fin d'après-midi, une perspective aérienne élégante, une architecture détaillée du Capitole, etc., etc. Donc vous imaginez à quel point elle a créé ce prompt en mettant le plus de détails possible, ce qu'on disait tout à l'heure. Plus il y aura de détails, plus ça va être réaliste. Là, c'est pour la création d'une image, donc c'est encore plus intéressant. Ok ? Mais elle me propose également, et ça c'est très bien, de pouvoir adapter encore ce prompt par rapport à un besoin. Parce que je veux mettre un style artistique différent, parce que je veux changer le type d'avion pour mettre un avion militaire, futuriste, ou au contraire un peu passé. Parce que je veux un Capitole différent, un Capitole imaginaire, en steampunk, en fantasy, enfin je n'en sais rien, quoi. Donc effectivement, cela me paraît comme ça, tout simplement, très intéressant à ce niveau, parce qu'elle va adapter ma demande. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous avons déjà fait le point sur ce qu'est une IA. Dans la seconde vidéo de ce cycle IA, nous vous présenterez plus en détail tous les points positifs et négatifs d'utilisation. Car là aussi, il y a beaucoup de choses à dire et à apprendre sur l'IA. Mais j'espère que vous aurez déjà découvert et appris un certain nombre de choses sur ce qu'est une IA aujourd'hui. N'hésitez pas à en installer une et à commencer à utiliser pour voir un peu ce que vous pouvez faire avec. Et puis n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo ou à parler de notre chaîne autour de vous, que ce soit famille, amis ou autre. Et entre-temps, comme toujours, le petit clic sur le pouce pour dire si vous avez aimé cette vidéo. Tout simplement, le bouton abonner pour vous abonner à notre chaîne et la petite cloche pour recevoir une notification de nos prochaines vidéos. Pour l'instant, je suis sur un rythme en gros de 2 vidéos par semaine, normalement mardi et jeudi. Donc une fois abonné, vous serez au courant chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. À bientôt sur l'informatique vous rendra libre.